Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. La question du corbeau. Débarquement outre-Kiévrin. Le 1er octobre 1992, au poste de garde du sévère et majestueux Institut Royal Supérieur de Défense de Bruxelles, IRSD, se presse la cohorte habituelle du matin avant le début des cours. Le MP de permanence contrôle avec flegme les badges, et son œil exercé s'attarde plus particulièrement sur un petit groupe aux cheveux courts, en blazer et pantalon gris, étrangers à l'établissement. Avant même de demander leur passeport, il peut sans effort les cataloguer: officier supérieur en tenue civile, autant réunion de travail. Les nuances dans les tons des blazers indiquent même qu'il s'agit d'un groupe international. Il est en effet en présence du détachement d'avant-garde, de la cellule de planification de l'Union de l'Europe occidentale. Le reste de l'organisation est encore installé à Londres à 2 pas de Victoria Station, au 9 Grosvenor Place, car les discussions entre les capitales sur le financement du nouveau siège ne sont pas terminées. Pour amorcer le mouvement et aussi ne pas retarder la mise sur pied de la première tentative de planification militaire européenne, le chef d'état-major des armées belges, le général Charlier, a proposé un hébergement provisoire à l'IRSD. Le Conseil des ambassadeurs de l'UEO n'a été que trop heureux d'agréer cette offre qui lui permettait de maintenir l'installation en Belgique à la date prévue, en dépit du blocage sur le reste. Le commandant en second de l'Institut, impeccablement sanglé dans son uniforme de la force aérienne belge, est sur le perron du bâtiment PC pour accueillir ses invités. Quelques heures plus tard, face aux photographes de service, le détachement militaire européen, 2 généraux, 7 colonels, et son hôte immortalise la décision des membres de l'UEO de mettre en œuvre les dispositions du traité de Maastricht qui doivent redonner vie à cette minuscule sœur aînée de l'OTAN. En marge des importantes dispositions politiques du traité du 7 février 1992 figurent en effet des mesures permettant à l'UEO de se joindre au développement spectaculaire de l'Union européenne, en lui apportant une sorte de parallèle militaire. Dans un souci notable d'efficacité, les gouvernements des 9 pays membres à part entière de l'Union de l'Europe occidentale, réunis sur les hauteurs de Bonn au mois de juin suivant, ont décidé de les mettre en œuvre sans attendre l'entrée en vigueur du traité, le 11 novembre 1993. Cette déclaration de Petersberg est tout simplement remarquable. Écrite sous présidence allemande, dans un langage allant à l'essentiel, elle assigne à l'UEO 3 grands types de missions au service de la paix impliquant l'usage de moyens militaires. Mission humanitaire ou d'évacuation de ressortissants. Mission de maintien de la paix. Mission de force de combat pour la gestion des crises, y compris des opérations de rétablissement de la paix. La date de mise en œuvre est tout aussi ambitieuse, puisqu'elle a été fixée à la mi-93. Le transfert du siège de Londres à Bruxelles constitue une autre décision d'importance. L'UEO, en s'installant aux côtés de l'Union européenne et de l'OTAN, pourra servir de trait d'union entre 2 organisations également puissantes, l'une au plan économique et l'autre militaire, mais dont les stratégies œuvrent jusque-là sans point de recoupement. Cette vision est parfaitement réaliste dans les circonstances du moment. L'OTAN, toute récemment auréolée de sa victoire à froid sur le pacte de Varsovie, ne souhaite pas revenir dans l'immédiat sur ses plans de défense. Les opérations proposées par la déclaration de Petersberg sont considérées par les planificateurs de SHAPE comme le type même de ce que l'OTAN ne doit jamais entreprendre, sous peine de se laisser bafouer comme l'ONU en ex-Yougoslavie. La direction des opérations de l'OTAN, acquise à la doctrine militaire américaine du bad guy, à écraser par tous les moyens, ne veut pas risquer la crédibilité de l'Alliance dans la nébuleuse politico-militaire inhérente aux opérations de maintien de la paix. Quant à l'Union européenne, malgré des moyens financiers considérables, elle n'a aucune capacité à traiter de crises qui impliquent des options militaires. L'UEO dispose ainsi d'une fenêtre d'opportunité exceptionnelle, justifiant tous les espoirs. Sa taille et la modestie de ses ambitions la désignent pour être l'honnête courtier en maintien de la paix, entre l'OTAN et l'Union européenne, sans empiéter sur les vastes prérogatives des gouvernements et des états-majors nationaux. Enfin, le corps franco-allemand, à la veille de s'appeler, sur forte insistance française, corps européen,
semble tout indiquer pour fournir les premières troupes multinationales aux futures opérations de l'UEO. C'est la traduction de Small is Beautiful dans le domaine politico-militaire. Le déjeuner d'honneur auquel sont conviés les nouveaux arrivants, dans l'imposante salle à manger du mess de l'Institut Royal, donne à chacun le sentiment d'écrire un peu l'histoire. Au toast de son hôte, le général de corps d'armée aérien italien, Marcello Caltabiano, premier directeur de la cellule de planification, DPC, répond avec simplicité et chaleur en soulignant sa conviction d'être à l'orée d'une grande aventure. Pour elle, il quitte sans regret le commandement de la belle école de guerre aérienne de Florence et se réjouit de l'honneur qui lui a été fait de commander le premier organisme européen de planification militaire. À l'issue du déjeuner, tout le monde se rassemble pour écouter le discours inaugural du secrétaire général délégué de l'UEO, venu spécialement de Londres bénir la naissance de la cellule de planification. Horst Stolthoff s'impose immédiatement à son public, et sa silhouette de reître bon vivant s'encadre vigoureusement derrière le pupitre de conférencier. Ancien numéro 2 de l'ambassade d'Allemagne en Algérie, il partage sans effort son discours entre l'anglais et le français, les deux langues de travail de l'UEO, marquant ainsi la différence avec l'OTAN où la même règle est tombée en déshérence. Sa conviction de voir l'Europe de la défense prendre un nouvel essor est communicative, et les applaudissements ne lui sont pas mesurés à la fin de sa performance. Les officiers ont le sourire, ce qui n'empêche pas quelques réalistes au moment du départ de l'illustre visiteur pour Londres, de se demander mezzo voce comment ces bonnes paroles vont meubler leurs prochains jours. Ils n'ont pas vraiment tort, et la petite équipe ainsi rassemblée va expérimenter à ses dépens le goût prononcé des dirigeants de l'UEO pour les symboles, au détriment des réalisations concrètes. Ainsi la nation hôte a incontestablement été généreuse en offrant un toit pour abriter dès l'automne les pionniers de l'Europe militaire, mais pas au point de leur donner un statut. Jusqu'à plus ample informé, il s'agit pour la Belgique d'un détachement de touristes en séjour de longue durée. En outre, lors de l'adoption des textes fondateurs de la cellule de planification, aucun consensus ne s'est dégagé sur la prise en charge financière par l'UEO des personnels militaires qui y seront affectés. Chacun va devoir négocier, en national, un poste budgétaire qu'aucune administration n'a eu le temps de prévoir depuis les décisions de Petersberg. L'officier britannique de la cellule s'est d'ailleurs fait conseiller discrètement par sa hiérarchie de garder son appartement à Londres, en prévision de l'échec de l'implantation à Bruxelles. Les improvisations. Le secrétaire général délégué à peine reparti pour Londres, le premier souci du détachement est tout simplement de s'installer, tant bien que mal, dans les quelques pièces sommairement meublées qui lui ont été dévolues au dernier étage d'un bâtiment d'instruction. Les moyens techniques sont réduits au strict minimum. Aucune archive, quelques téléphones prêtés par l'Institut mais sans budget pour les faire fonctionner, impossibilité d'envoyer des messages ou d'être relié au réseau télégraphique de l'UEO. À ce stade, point n'est besoin d'être Clausewitz pour s'interroger sur la façon dont est organisée la montée en puissance de la cellule de planification. En fait de détachement précurseur, il s'agit de l'équipe de direction au grand complet qui semble chargée de déblayer le terrain, assistée de 2 sous-officiers secrétaires, un Belge, un Français, encouragés, il est vrai, par l'aide-de-camp et le chauffeur italien du général. Les experts de Londres, pressés par le temps, ont opté pour ce huis clos entre le général directeur, son adjoint et les 7 colonels, plutôt qu'une organisation par étapes qui aurait retardé le discours inaugural du 1er octobre. La première réunion plénière fait tout de suite apparaître que, faute de place et de structure administrative, il faudra repousser à plus tard l'arrivée des rédacteurs et des personnels de soutien, comme renoncer dans l'immédiat à tout travail d'état-major. Le général Caltabiano, ancien pilote du très délicat Starfighter version bombardement nucléaire, est nourri des procédures opérationnelles autant les plus strictes et proprement abasourdies. Persuadé d'abord qu'il s'agit d'un malentendu facilement réparable, il entreprend dès les premières semaines une série de démarches vigoureuses tant vis-à-vis de ses autorités nationales que du siège londonien de l'UEO. Le secrétaire général et son cabinet lui prêtent une oreille attentive, mais l'échelon administratif pourtant supervisé par le secrétaire général délégué est nettement plus lent à s'émouvoir.
On ne met guère plus d'empressement à Rome pour s'intéresser à la situation et lui venir en aide. Après plusieurs semaines d'efforts, il ne peut offrir à son équipe que cette constatation toute britannique. La cellule de planification est sur le brûleur du fond. Ne voulant pas s'avouer vaincu et pour être au diapason des dernières prises de position de l'UEO, il veut lancer sa petite équipe sur une étude générale de la situation en ex-Yougoslavie. Lors de la réunion du Petersberg, l'UEO a en effet publié une déclaration soulignant l'importance de la résolution 758 des Nations Unies préconisant d'établir une zone de sécurité autour de Sarajevo. Les ministres des 9 pays membres ont même déclaré que leur organisation était prête, dans les limites de ses possibilités, à contribuer à la mise en œuvre effective des recommandations du Conseil de sécurité sur l'ex-Yougoslavie. Dans la même veine, ils ont exprimé leur détermination de mettre en œuvre de manière appropriée les sanctions contenues dans la résolution 757. Un groupe ad hoc a été créé à cet effet. Dans l'esprit du général, il est possible, malgré la faiblesse de ses moyens, d'apporter une première contribution à cette action essentielle de l'UEO. Elle consisterait en une présentation militaire générale du problème, tirée de la documentation disponible à l'Institut royal, et d'une liste des conséquences tactiques des déclarations ministérielles. Quand il découvre qu'il est impossible de trouver une carte significative de la région pour l'afficher dans son bureau, il n'y tient plus. Il décide de se rendre immédiatement à Londres pour solliciter une confirmation de sa mission. Le moment lui semble d'autant plus favorable que s'y réunissent justement les directeurs des affaires étrangères. La chaleur des propos tenus à son égard, au lendemain de sa nomination, renforce encore sa certitude de recevoir tout l'appui nécessaire. Il en revient fort pensif. Les directeurs n'ont pas été choqués par la situation du détachement précurseur et se sont estimés liés par le 1er avril 1993, date à partir de laquelle la cellule doit être opérationnelle. Aucune mission ne lui sera confiée avant. Décontenancés par cette situation, les colonels se rassemblent en un groupe homogène peu disposé de prime abord à s'en laisser compter par les 2 généraux, auxquels ils attribuent en toute équité militaire la responsabilité de la situation. Hier encore, affectés à des univers bien ordonnés, autant ou nationaux, ils avaient une mission claire, des moyens adaptés, une organisation rationnelle du travail. Aujourd'hui, ils sont priés d'occuper leur journée sans plan ni moyens, en prenant de surcroît le risque de voir s'affadir leur foi atlantique au contact quotidien d'un général français. À cela s'ajoute leur statut de touristes qui les ulcère et nourrit d'ailleurs le gros de leur rancœur. Les rumeurs sur le futur statut envisagé en haut lieu ne sont pas faites pour les calmer. Profitant du flou complet régissant la venue de l'UEO à Bruxelles, les autorités belges ont en effet décidé d'utiliser l'occasion pour montrer leur réprobation vis-à-vis des privilèges et exemptions accordés par le passé aux organisations internationales, et particulièrement à l'OTAN. La petite UEO arrive à point nommé, pour être le premier exemple de ce regain de vertu tarifaire. Le siège de l'UEO, empêtré à Londres dans ses problèmes de déménagement, ne peut accorder qu'une attention distraite à ces difficultés, sans pour autant se cacher qu'il aura bientôt à les résoudre pour ses propres personnels. Or Stoltov, appelé un soir à la rescousse par le général, résume sobrement la situation vis-à-vis des autorités belges en grommelant « Quand on monte avec une dame, il faut se mettre d'accord sur le prix avant. » Dans ce climat pour le moins agité, il faut pourtant avancer. Le premier organisme de planification militaire européen, même au tout premier stade, ne peut rester en contemplation de ces problèmes, alors que le drame yougoslave fait la une quotidienne de tous les journaux. Le général Caltabiano, dont le bureau a quand même fini par s'orner d'une carte de la région, demande à son adjoint, malgré la pénurie, d'entamer l'organisation interne de la cellule avec les 7 colonels, lui-même continuant ses efforts vers les échelons supérieurs. Les 5 chefs de section, le groupe Captain Rimmer, le capitaine Zursipuz, le colonel Oliver, le capitaine de Maruguera Figueiredo, le colonel Walters avec le chef de cabinet, le colonel de Jäger de la force aérienne belge et le lieutenant-colonel Nuremberg de l'armée de terre du Luxembourg, commencent ainsi à se réunir tous les après-midi autour du Deputy Director Planning DDPC.
Pour ne pas ajouter une difficulté relationnelle supplémentaire aux frustrations du moment, le DDPC a en effet laissé l'anglais s'établir comme langue de travail, étant admis implicitement que l'on reviendrait au bilinguisme quand la cellule serait au complet. Une portion de couloir glacial jouxtant les bureaux du général, une table et des chaises spartiates éclairées par un néon aussi chaleureux qu'un cielitique tiennent lieu de salle de réunion. Faute de documents à étudier ou d'archives à consulter, il faut les premiers après-midi laisser arriver sur la table les sujets les plus divers, même si les difficultés de tous ordres rencontrées quotidiennement par les WEU Pilgrim Phasers, comme se désignent parfois les colonels, ne les incitent pas à la bonhomie. Elles permettent en revanche une étude in vivo des cultures militaires européennes et de leur influence sur la manière d'envisager la mission. Heureusement, et grâce à toutes les méthodes possibles d'animation de groupe, l'éventail des sujets traités se resserre au fil des après-midi et devient plus professionnel. Arrive enfin le moment où l'on peut aborder de front, avec la sérénité requise, la liste des questions techniques à résoudre en urgence. La première, et non des moindres, consiste à se mettre d'accord sur la meilleure manière de remplir les missions prévues, compte tenu de l'organigramme arrêté à Petersberg. La bonne donne. Dans une grande unité de combat française, le chef d'état-major dispose d'un pouvoir de coordination et d'arbitrage important. La fréquentation régulière de ses homologues des 12e Panzer et 8e Division d'infanterie US avait permis, à celui qui était alors chef d'état-major de la 1re DB, d'observer que le poste impliquait chez les Alliés un portefeuille encore plus vaste. Entière responsabilité des travaux entrepris, arbitrage souverain entre les bureaux, très large délégation de signature. Le tout, sans interférence du général adjoint. La création d'un organisme de planification militaire à l'UEO avait en son temps fait l'objet de discussions très vives entre ceux des pays membres qui voulaient, purement et simplement, créer un état-major de planification, et les autres qui préféraient une approche moins opérationnelle. La deuxième tendance l'ayant emporté, l'appellation cellule de planification avait été choisie, et le poste de chef d'état-major laissé de côté. La section coordination, aux attributions assez générales, devait probablement y suppléer. C'était en tout cas l'interprétation des Britanniques en l'obtenant pour un des leurs, afin d'y exercer par son intermédiaire leur talent traditionnel d'orientation et de contrôle. Le général Caltabiano ne met pas longtemps à comprendre le sens de la démarche de son adjoint, qui lui fait valoir les avantages de cumuler sa fonction avec celle de chef d'état-major. Ceci à titre pragmatique et sans écrire une ligne sur le sujet. Visiblement amusé, il n'en formule pas moins son accord par un sobre « No problem, go ahead ». Les colonels se laissent assez facilement convaincre de l'intérêt d'une mesure qui maintient au passage l'égalité entre les sections. Leur compréhension est aussi grandement facilitée par leur certitude de voir les documents produits par la cellule soumis au consensus interne, comme dans tous les autres comités de l'UEO. En tant que senior national représentative, ils pourront bloquer toute question traitée qui contreviendrait à leur perception d'une priorité nationale. Faut alors leur démontrer qu'en fonctionnant au consensus, la cellule va immanquablement grossir les rangs de ces comités dont ils fustigent régulièrement l'incapacité à résoudre les problèmes les plus simples, comme par exemple celui de leur installation. Après quelques après-midi de tergiversation, la règle suivante finit par être adoptée, à l'unanimité. Les documents seront approuvés par l'adjoint faisant officieusement fonction de chef d'état-major, et en tant que de besoin avalisés par le général directeur. Quant aux préférences nationales, elles auront toutes les autres instances de l'UEO pour s'exprimer. Les colonels, ayant cédé sur le consensus, décident de marquer un point sur les méthodes de travail internes. Puisqu'il accepte un Chief of Staff de facto, ce dernier devra appliquer la procédure standard d'un état-major de planification de l'OTAN. À tout hasard, le général français a amené de Paris une pile de règlements de service intérieur en usage à l'OTAN. Le temps lui a manqué pour les assimiler, mais il a quand même eu le loisir d'en admirer la minutie et la complexité. Les ayant empilés à la séance suivante sur sa table, il fait valoir qu'il ne serait pas décent que le représentant d'un pays absent depuis autant d'années de l'organisation militaire intégrée s'occupe de les transposer à l'UEO. La tâche doit être prise en charge par les auteurs de la proposition,
à l'évidence mieux qualifiés. L'austère documentation de référence change donc de main, avec toute l'attitude de prendre le temps nécessaire pour en tirer le meilleur parti. Après avoir encombré quelque temps les armoires, la pile servira discrètement de première dotation à la bibliothèque de la cellule. La référence à l'OTAN n'ayant pas été rejetée, les convenances sont sauvées et chacun se met alors à appliquer les règles universelles du travail d'état-major, sans qu'il soit besoin de légiférer plus avant. Il ne faut pas oublier pour autant que les documents produits par la cellule devront être approuvés à l'unanimité par les délégations militaires nationales. Pour s'y préparer, un rôle spécial est imaginé pour les 7 seniors nationales représentatives. Outre la mission traditionnelle d'administrer leurs compatriotes dispersés dans les différentes sections, ils auront à établir la meilleure liaison possible avec leurs autorités militaires respectives. Au lieu d'un droit individuel de veto sur les documents de la cellule, impossible à exercer en étant juge et partie, ils rechercheront sur chaque grande question à l'étude le point de vue de leur hiérarchie militaire, les aspects à prendre absolument en compte et ceux qu'il est inutile de faire figurer. On peut même espérer aller plus loin et profiter de ces liaisons discrètes pour obtenir, avant le filtrage par trop prévisible des comités politico-militaires, la liste des sujets que chaque chef d'état-major des armées serait heureux de voir traités en priorité. Le début du commencement. Les améliorations apportées par les services de l'UEO aux conditions de travail, ici un fax, là un ordinateur, sont indéniables, mais n'empêchent pas les après-midi du couloir salle de réunion d'être moroses. Un soir où le ciel bas ajoute encore à la déprime ambiante, un membre important de la colonie croissante qui peuple les alentours très boisés de l'Institut royal vient se poser sur le bord de la fenêtre, dans l'axe de la table. Après une longue méditation, le corvidé se met tout à coup à frapper du bec contre la vitre en plusieurs coups secs, puis s'interrompt pour contempler le groupe. Les officiers interdits regardent l'intrus qui les fixe maintenant immobile, le cou un peu penché et l'œil rond. Un immense éclat de rire retentit soudain. Enfin des nouvelles de Londres, lance quelqu'un à la cantonade. Il était temps, rétorque un autre. L'étrange apparition s'évanouit brusquement. Le corps expéditionnaire UEO échoué dans sa portion de couloir et parcouru par un frisson de solidarité et de gaieté incoercible, jaillit des abîmes d'absurdité de la situation. Le fait que le curieux volatile ne revienne pas le lendemain, ni plus tard, donne à son apparition une force magique. L'humour de crise, si naturel aux Européens du Nord, donne enfin la note. Les réunions deviennent plus détendues, le français n'est plus tabou et le groupe reprend goût à la vie. Le général Caltabiano, dont la porte n'est pas capitonnée, ne peut manquer de noter le miracle. Il fait d'ailleurs savoir qu'il ne faut pas hésiter à le déranger, pour lui faire partager les meilleurs moments. L'année 1992 arrive ainsi à sa fin. La perspective d'installation au cœur de Bruxelles, dans un immeuble rue de la Régence que quitte la riche banque d'investissement Euroclear, se matérialise brusquement. C'est le fruit de l'obstination et de l'énergie inépuisable du secrétaire général de l'UEO, Wim van Eekelen. L'arrivée effective du siège à Bruxelles n'a pas été de soi. Pour manifester leur mauvaise humeur, les Britanniques se sont refusés jusqu'au bout à donner leur accord, se contentant, in fine, de ne pas rompre une procédure de silence 26 actant le mouvement. On murmure que Wim, comme chacun le désigne avec affection au secrétariat général, n'a finalement obtenu qu'un premier conseil se tienne à Bruxelles qu'en mettant sa démission dans la balance. Malgré le charme incontestable du 9, Grosvenor Place, le changement du siège lui a paru vital pour marquer la nouvelle ère. Wim van Eekelen, un juste tranquille. D'une taille imposante, qu'il incline volontiers vers ses interlocuteurs, le regard perçant, constamment tempéré par un sourire généreux, il détonne dans la profession par la fraîcheur de ses convictions et son désintéressement. Il sait, dès les premiers contacts avec les membres de la cellule, établir des relations de confiance réconfortantes et indiquer la marche à suivre. Adoré par son personnel, il n'a aucune prétention protocolaire injustifiée et s'il tient à maintenir son rang de secrétaire général de l'UEO sur la place de Bruxelles, il le fait pour l'honneur du fanion. Pratiquant avec simplicité la légendaire frugalité de son pays, il n'hésite pas à traverser l'Atlantique en classe tourisme, sans jamais songer à s'ériger en modèle.
Son calme est admirable. Un jour à Rome, emmené à un rythme délirant par une équipe de motards et un conducteur de la Farnesina déchaîné, Wim, ballotté sans ménagement à chaque tournant, ignorant les crissements de frein, les scooters frôlés et le passage juste entrouvert, commente en connaisseur les ruines célèbres fugitivement entreaperçues. Arrivé outrageusement en avance à l'aéroport, il se contentera de murmurer à mi-voix « Je me demande si tout ceci est vraiment nécessaire », puis ira, imperturbable, remercier l'escorte. Cet ancien membre du gouvernement néerlandais, en poste à l'UEO depuis 1989, croit à l'Europe de la défense et déploie des trésors de patience et de diplomatie pour tirer le meilleur parti de Petersberg. Rue de la Régence, il est l'un des rares à comprendre la plus-value apportée par la création d'un outil d'étude et de planification militaire. Avant chaque réunion importante, il prend l'habitude de se ménager des entretiens en tête-à-tête avec ses généraux pour balayer l'ordre du jour et affiner les tactiques permettant de contourner la mauvaise volonté grandissante de certaines délégations. Il obtient même pour la cellule 2 sièges à la table du Conseil, ce qui était loin d'être dans les intentions initiales des capitales, Rome et Paris incluses. Ses convictions d'Européen et son esprit d'indépendance lui vaudront d'être rapidement l'objet d'innombrables vexations de la part des ambassadeurs et, pire, de leurs équipes. On lui contestera de décider ses déplacements à l'étranger ou l'embauche d'un personnel de secrétariat, ou même de changer sa vieille voiture officielle amenée de Londres, pourtant conçue pour une conduite à gauche. Ce sera particulièrement triste de voir la délégation française à Bruxelles se joindre progressivement au mouvement, alors même que toute l'action du secrétaire général va dans le sens de la vision européenne de la France. Si le ministère de la Défense lui reste favorable jusqu'au bout, en particulier le chef d'état-major des armées, l'amiral Langsade, le Quai d'Orsay finira par être gagné aux mauvaises manières de sa délégation et décidera, le moment venu, de ne pas soutenir la prolongation de son mandat jusqu'à la conférence intergouvernementale de 1996. Ce choix sera déterminant pour faire pencher la balance du mauvais côté. Wim van Eekelen fut remplacé par un diplomate portugais très prudent et respectueux du leadership de l'OTAN. Arrive enfin la date tant attendue du premier conseil de l'UEO à Bruxelles. La salle de réunion provisoire, hâtivement aménagée au rez-de-chaussée de la rue de la Régence, n'a pas grande allure, mais le design fonctionnel de l'entrée du siège promet à l'évidence des jours meilleurs. Le tour de table n'est pas lyrique, mais partisans ou adversaires du renouveau de l'UEO s'accordent tous pour reconnaître que ce 19 janvier 1993 fera date. Cela n'empêche pas l'ambassadeur britannique, vite secondé par son collègue néerlandais, de proposer d'espacer les réunions pour traiter vraiment de problèmes de substance. Le secrétaire général suivi par le reste des délégations plaide pour une réunion hebdomadaire, et comme l'atmosphère est à la concorde, les deux ambassadeurs n'insistent pas. Après avoir protesté de l'innocence de leurs intentions, leur seul souci est d'assurer au nouveau Conseil de l'UEO un ordre du jour de qualité. Ils se rallient à la majorité. Tout à la joie d'être enfin à pied d'œuvre, la cellule met les bouchées doubles pour rattraper le temps perdu et fait rejoindre aussi vite que possible le reste de l'effectif. Chaque semaine, de nouvelles têtes émergent des postes de travail semi-ouverts légués par Euroclear, occupant de manière confortable tout l'espace alloué. Les chefs de section peuvent commencer à remplir leurs fonctions officielles et prendre leur premier contact professionnel à l'extérieur, c'est-à-dire à l'OTAN. Sans trop se préoccuper d'en débattre au préalable ni d'en rendre compte au retour, ils se mettent à fréquenter assidûment l'état-major international, EMI, et n'hésitent pas à franchir les quelques 40 km qui les séparent de Mons pour rencontrer leurs amis de Shape. Ils reçoivent un accueil sympathique et reviennent de ces escapades ravis. La réciproque est peut-être vraie, mais les bonnes relations entre individus ne sont pas toujours suffisantes pour changer la culture de groupe. En l'occurrence, la tentation est trop forte pour la bureaucratie atlantique. Elle va se dépêcher d'utiliser la présence innocente des officiers de l'UEO pour préempter, à son avantage, l'organisation des relations communes. Tel colonel de la cellule convié à une réunion informelle par un ancien collègue de bureau, va voir sa participation consciencieusement notée dans le compte-rendu des débats. Un autre, ayant donné son opinion personnelle lors d'une séance d'information,
la retrouve transcrite comme position de l'UEO et diffusée comme telle dans toutes les délégations à l'OTAN. Les exemples se multiplient et les colonels vaguement flattés n'y prêtent pas l'attention requise. Ils sont d'ailleurs persuadés que la délégation française à l'UEO est la seule susceptible d'émettre des critiques, et encore. Elle est en pleine installation et doit avoir l'esprit ailleurs. Pourtant l'invraisemblable à leurs yeux se produit. Un jour en plein conseil, plusieurs délégations aux sentiments pro-OTAN établis s'étonnent en quelques phrases acides de ces ambassades improvisées vers l'autre organisation, et suggèrent que la cellule se consacre plutôt à ses affaires. Le secrétaire général jette un œil navré vers les deux généraux, et donne acte aux plaignants de la justesse de leurs interventions. Le choc est rude pour les chefs de section cités, mais après enquête dans leur délégation nationale, tant à l'UEO qu'à l'OTAN, ils doivent se rendre à deux évidences. Les diplomates sont tous solidaires pour brider étroitement la petite branche militaire qui a été greffée sur le vieil arbre de Londres. Quant à l'OTAN, même peuplée d'amis, elle est incapable de ne pas transcrire dans sa procédure la moindre séance de travail mixte. Une autre déconvenue attend ceux des chefs de section, qui ont participé aux travaux de l'UEO avant la création de la cellule. Ils n'ont pas seulement changé de statut aux yeux des autorités belges, mais de l'ensemble de leurs anciennes relations de travail. C'est un diplomate, très aimable à Londres, qui à Bruxelles semble avoir perdu la mémoire et passe son chemin sans répondre au salut. Ou bien, un membre de la délégation nationale qui, navré, se déclare dans l'incapacité de communiquer un document de travail. Les chefs de section sont amers en constatant le peu de cas que l'on fait de la cellule, et les chances infimes de succès que la majorité de leurs interlocuteurs lui prêtent. Ceux qui à l'Institut royal professaient une opinion similaire n'en sont pas satisfaits pour autant, car ils ont en même temps compris que tout le personnel de la cellule serait sacrifié dans le naufrage programmé. Il est infiniment plus courant de faire porter la responsabilité de l'échec aux exécutants, que de reconnaître que rien n'a été fait pour les aider. Ce sont tous des officiers de caractère, et ils décident de ne pas se laisser faire. Il leur apparaît rapidement que la seule manière de sortir du piège comme de faire mentir les augures, est tout simplement de réussir. Il suffit que quelqu'un en rappelle la recette universelle, garder le rotor de queue et le sens de l'humour, pour que tout s'y rallie gaiement et que le travail d'organisation reprenne de plus belle. Les nouvelles recrues, qui s'imprègnent en souplesse de la situation comme de l'esprit des Pilgrim Fathers, agissent de même et toutes nationalités confondues. Chaque officier devient en réunion un représentant de la cellule de planification et non l'agent d'une délégation nationale. En dépit du secret espoir de toutes les fées adverses qui se sont tendrement penchées sur son berceau, quand la première occasion d'agir se présente, la cellule est prête. Chapitre 2. Grande manœuvre à Rome. Procédure gagnante en Adriatique. Pour faire respecter l'embargo sur les Balkans décrété par l'ONU, les ministres de l'UEO avaient convenu en marge de la conférence de la CSCE d'Helsinki de juillet 1992 de déployer en Adriatique 5 à 6 bâtiments de guerre, soutenus par 4 avions de patrouille maritime, un navire logistique et des hélicoptères de surveillance côtière. Nom de code de l'opération, Sharp Fence. Aux Niçois qui mal y pensent, l'OTAN au même endroit et quelques heures plus tard, décidait de donner une mission similaire à la STANAVFORMED. Le plus sérieusement du monde, les deux organisations décrétaient alors qu'il n'y avait aucune duplication entre les deux opérations, et demandaient aux autorités militaires compétentes, sans définir lesquelles, de mettre au point les détails pratiques de coordination. Il était politiquement peu possible pour l'UEO, à ce stade de son développement, de nommer quiconque pour traiter d'une opération militaire avec l'OTAN et ce fut l'Italie qui in extremis sauva la situation. Son commandant en chef des forces navales italiennes, CINCNAV, coordonnerait Sharp Fence avec le chef du commandement naval sud de l'OTAN, COMNAVSOUTH, de surcroît italien à ce moment-là. Tout ceci fonctionnait convenablement dans la zone du canal d'Otrante et au large du Monténégro, quand, le 17 avril 1993, le Conseil de sécurité de l'ONU adopta la résolution 820 imposant le blocus économique complet de la Serbie et du Monténégro. Le risque d'une réaction violente de la marine serbe augmentant brusquement,
Il devint nécessaire d'adopter une seule chaîne de commandement pour intégrer la détection et les contre-mesures des deux flottes sous une même autorité. L'OTAN proposa cette fois logiquement de prendre à sa charge l'ensemble du dispositif d'embargo naval. Les experts, à commencer par les commandants de bâtiments, approuvèrent aussitôt le changement envisagé, mais le fonctionnaire en charge du dossier à la direction des affaires stratégiques du Quai d'Orsay ne vit dans l'affaire que l'engloutissement de la petite Sharp Fence dans les entrailles de l'OTAN. C'était politiquement inacceptable, et le très expérimenté directeur des affaires politiques du moment, supérieur direct de la direction susmentionnée, laissa instruire sur cette ligne l'ambassadeur à l'UEO. Peut-être par réflexe gaullien, plus probablement parce qu'il ne jugeait pas la partie militaire de l'UEO digne d'intérêt. En ce printemps 1993 et avant même la date officielle d'entrée en fonction, la cellule est déjà impliquée dans la crise en ex-Yougoslavie de plusieurs manières. Elle n'est par contre en aucune façon saisie de l'affaire Sharp Fence. Cela n'empêche pas ses marins de se passionner pour la polémique en cours au Conseil, au premier rang desquels Steve Pegg et Heinz Schröder, respectivement commanders des marines royales britanniques et néerlandaises et fraîchement embarqués à la cellule. Ils prennent d'ailleurs un malin plaisir à détailler en toute occasion à leurs malheureux collègues français, le capitaine de frégate Gérard Dejouet, les risques inacceptables que ces diplomates veulent faire courir aux marins aventurés sous la bannière UEO. Le général Caltabiano est évidemment plus mesuré, mais, en tant qu'Italien, il est particulièrement désireux d'éviter à ses autorités de voir gâcher par un différend militaire la réunion de clôture de leur présidence qui se profile à l'horizon. Début mai, ayant tous ces paramètres en tête et rencontrant les trois jeunes marins une nouvelle fois en plein conciliabule dans un couloir, le DDPC décide de lancer une piste. Il leur annonce qu'après mûre réflexion il a trouvé la clé du problème. Il suffit d'utiliser un double chapeau pour combiner les chaînes de commandement UEO et OTAN. Steve Pegg et son alter ego néerlandais, communiant aux mêmes convictions d'excellence et d'exclusivité, sont pareillement interloqués de voir un étranger à leur art proposer une solution avec autant d'assurance. Impassibles, comme le veulent leurs traditions, ils ne peuvent cependant empêcher que le mouvement imperceptible de leurs sourcils et la forme de leurs appréciations de pure courtoisie laissent pointer un vif intérêt. Gérard Dejouet comprend aussitôt qu'il y a une balle à suivre, et se joint sans tarder aux deux compères qui filent se concerter dans leur terrier. Peu de temps après, le groupe Captain Bill Rimmer venu traiter une banale affaire de service s'enquiert négligemment au moment de partir. « Général, que voulez-vous dire avec ce double chapeau ? Vous pensez sérieusement que la France acceptera une telle formule ? Et pourquoi pas ? Votre ambassadeur en porte un, et ça ne l'empêche pas d'être invité à tous les cocktails français, lui est-il répondu. Il rit poliment et change de sujet avant de s'éclipser. Suite à ce signal britannique, un coup de fil discret à Paris s'impose. Il permet d'apprendre que le chef de l'état-major des armées, l'amiral Langsade, n'est pas aligné sur la ligne dure du quai. Conscient du nouveau risque naval qu'implique la résolution 820, il n'aurait même pas d'allergie particulière à laisser la réalité du commandement tactique naval à l'OTAN. L'idée d'un double chapeau, permettant une coordination sans faille à la mer, sans pour autant faire disparaître l'UEO de l'opération, est alors prudemment avancée. Elle ne semble pas très réaliste aux correspondants de l'EMA, particulièrement versés dans les arcanes franco-françaises du différend Quai d'Orsay-OTAN, mais finit par être gratifiée avant de raccrocher d'un « pourquoi pas », c'est en tout cas original. Il n'en faut pas plus pour accoster discrètement le secrétaire général. Immédiatement intéressé, et ne voyant aucune absurdité à cet arrangement, il est d'accord pour la rédaction d'un argumentaire officieux. C'est l'occasion rêvée de tester un nouveau mode opératoire interne, que les colonels viennent d'accepter sous la pression des événements. Depuis l'arrivée de leur rédacteur, ils ont en effet constaté qu'un strict cloisonnement du travail par section limitait considérablement la capacité de la cellule à apporter une expertise militaire valable sur tout le spectre des affaires traitées au Conseil. Pour y parvenir, il fallait être capable de mobiliser très rapidement, par sujet, les meilleurs de la cellule sur le plan technique et linguistique, au détriment du sentiment de propriétaire de certains chefs sur leurs ouailles. Le capitaine de vaisseau Jürgen Puus, dont la section plan n'a rien à voir avec une opération déjà en cours,
est ainsi chargé de préparer, entre marins et au plus vite, un point paper illustrant la capacité d'un double chapeau à débloquer la crise. Le secrétaire général l'utilisera ensuite le cas échéant auprès des délégations, comme Food for Thought. Les initiés ne manquent pas de noter au passage que Plan, d'habitude si sourcilleux sur la nécessité d'un mandat préalable du Conseil pour entamer toute rédaction, accepte de produire une étude directement au bénéfice du secrétaire général. Bonne rejoint Londres dans son soutien discret à l'idée de la cellule. Tout le monde se met frénétiquement au travail et quelques jours plus tard, le général Caltabiano peut faire passer au secrétaire général un premier projet qui revient à attribuer au commandant des forces navales italiennes, CINCNAV, le double chapeau nécessaire avant de l'intégrer dans la chaîne de commandement unique. Un exemplaire du document est-il allé au-delà de son unique destinataire ? Un net regain d'activité est en tout cas signalé dans la délégation britannique à l'OTAN, qui va jusqu'à évoquer la solution du double chapeau au comité militaire. On y a frôlé, paraît-il, l'incident diplomatique, quand un membre non européen a commencé à jurer que sa marine ne ferait jamais la folie de se mêler à une flotte UEO, cette organisation n'ayant aucune expérience des opérations. Avant d'avoir eu le temps de nuancer sa pensée, il est informé sans ménagement par un collègue que depuis le début de Sharp Fence, les amiraux italiens sont passés sans vérification de compétences de l'opération maritime OTAN à celle de l'UEO. Heureusement qu'il est resté à l'imprudent la ressource de faire porter à la diplomatie française la responsabilité de ce malentendu. L'idée est débattue officieusement un peu partout, quand des avis concordants qui parviennent amicalement à la cellule par plusieurs canaux, révèle que la solution envisagée s'avère en toute bonne foi impraticable. CINCNAV n'est pas dans une structure OTAN, et l'y intégrer aurait des implications au-delà de l'opération en cours. Le secrétaire général, voyant s'approcher la conférence à grande vitesse, demande de redoubler d'imagination et d'explorer toutes les voies possibles. C'est l'ensemble des bonnes volontés de la cellule qui se penche maintenant sur le problème, dans un échange collectif interarmes et interalliés jamais expérimenté jusque-là. Chacun a activé ses contacts officieux, et cette nouvelle solidarité, à la veille de partir pour Rome, permet de dégager les éléments d'une solution crédible. L'OTAN prendrait le commandement militaire de l'opération, avec les éléments de liaison UEO nécessaires, tandis que les conseils des deux organisations assumeraient conjointement le contrôle politique. Une inscription volontariste du sigle UEO souligne le concept dans l'organigramme joint au texte. C'est sur ce schéma que Wim van Eekelen décide sagement de mener sa négociation avec les ministres, estimant qu'il sera toujours temps, après, de donner en pâture aux habitués la copieuse partie rédigée du document. Le matin du 19 mai à Rome, dans les jardins de la Villa Madama, juste avant le début de la conférence, le secrétaire général saisit l'occasion d'aborder directement, l'un après l'autre, les ministres des Affaires étrangères français et britanniques, Alain Juppé et Douglas Hurd. Fidèle de Jacques Chirac, donc catalogué gaulliste intransigeant, Alain Juppé est à la tête des affaires étrangères depuis le début de la délicate cohabitation entre le président François Mitterrand et son premier ministre Édouard Balladur. Chacun sait que cet homme brillant et incisif a la réputation bien établie d'avoir horreur de perdre son temps, et de le faire savoir. Son arrivée à Rome, précédée des salves tirées par la direction des affaires stratégiques, n'augure guère de flexibilité chez le bouillant ministre. C'est tout le mérite de Wim van Eekelen de parier que derrière le technocrate froid abondamment décrit par les médias, il y a la vision stratégique et la sensibilité d'un homme politique moderne. Dès l'abord, Alain Juppé se montre non seulement aimable, mais ouvert à la nécessité d'adapter les chaînes de commandement à la nouvelle réalité tactique. Le graphique de la cellule de planification lui paraît alors suffisamment explicite pour donner son accord de principe à un arrangement de bonne foi entre les deux organisations. Enhardi par ce succès inespéré, Wim se précipite vers Douglas Hurd, le très atlantiste ministre des Affaires étrangères britannique, maintenant présent sur les lieux. Là aussi, l'arrangement proposé rencontre rapidement le nihil obstat, le même schéma servant à illustrer cette fois la plénitude des responsabilités de l'OTAN. À partir de là, les affaires avancent rondement et à l'issue de la conférence ministérielle tout le monde peut se réjouir,
y compris l'intransigeant fonctionnaire du Quai d'Orsay qui répète à qui veut l'entendre qu'il a toujours préconisé cette solution. La dernière difficulté surgit, quelque temps plus tard, lorsque les Américains exigent de trouver un rôle au comité militaire de l'Alliance. Jusqu'alors, celui-ci a été soigneusement tenu à l'écart dans le schéma proposé par la cellule, n'ayant par définition aucune responsabilité opérationnelle directe dans l'embargo. Les Britanniques montrent soudain la détermination et la capacité d'influence dont ils sont coutumiers, dès lors qu'il s'agit d'une solution qui leur convient. Leur ambassadeur, Sir John Weston, qui suit de très près l'affaire depuis son lancement par la cellule, propose, dans la logique de la solution agréée, de créer un comité militaire adriatique se substituant pour cette opération au vrai comité militaire. Cette proposition subtile séduit et le général Caltabiano signe dès le 7 juin avec le général Dangerfield, chef de l'état-major international de l'OTAN, EMI, le concept de la nouvelle opération navale baptisée maintenant Sharp Guard. Le 15 juin, l'opération peut officiellement commencer. Le fonctionnement de l'ensemble va être d'autant plus satisfaisant que la situation tactique restera stable. Seule une vedette serbe, toute porte de lancement missile ouverte, qui manquera de percuter une frégate néerlandaise en train de dérouter un pétrolier en infraction, fera approcher le dispositif d'une véritable posture de guerre. La cellule de planification entend les premiers commentaires élogieux de sa carrière, et les colonels perçoivent l'amorce d'une réelle considération à leur égard. La botte de Nevers. La participation à la résolution d'un problème politico-militaire de niveau intergouvernemental, quelques semaines après l'entrée en fonction officielle, était de très bon augure mais fortuite. Il fallait faire reconnaître autrement et de manière durable le rôle opérationnel de la cellule. Aucune occasion favorable ne s'était encore présentée, quand le chef d'état-major des armées allemands, pendant la réunion préparatoire des CEMA à la ministérielle de Rome, ouvrit la ligne permettant la touche au but. Le général d'armée Klaus Naumann avait alors assez longuement discouru sur l'ignorance chronique des données opérationnelles dont étaient affligés les political masters. En substance, il la déplorait vivement et lui imputait les mauvais résultats obtenus par l'ONU en ex-Yougoslavie. Au hochement de tête entendu de plusieurs de ses camarades, on sentait le consensus sur la question. Ces propos étaient en effet la réplique de ceux couramment tenus dans les réunions de généraux de l'Alliance, où les difficultés des casques bleus étaient unanimement attribuées au manque d'influence des responsables militaires sur le processus décisionnel. Très objectivement, le CEMA allemand n'escomptait pas voir sa réflexion suivie des faits. Mais puisqu'elle avait été saluée positivement à la réunion préparatoire, elle pouvait être traduite comme le souhait des chefs d'état-major de profiter de la prochaine rencontre des ministres UEO pour améliorer leur appréciation de la situation militaire en ex-Yougoslavie. Il restait à faire en sorte que la cellule soit chargée du travail. Grâce à la bonne volonté du rédacteur du secrétariat général préposé au résumé de la réunion, les remarques allemandes furent mises en perspective, dans le compte-rendu destiné au ministre, au lieu d'être résumées en quelques mots selon l'usage. Pour recueillir le visa préalable traditionnel des délégations, l'ensemble fut ensuite mis en partie A de l'ordre du jour du Conseil, celle des documents avalisés sans débat. Ceci était d'autant plus jouable qu'aucun ambassadeur ne présentait de disposition naturelle à prêter un quelconque intérêt au texte relatant les discussions des chefs d'état-major. Comme espéré, la partie A passa sans commentaire en réunion préparatoire du jeudi, lui permettant d'être notée le mardi suivant, avant de rejoindre les dossiers approuvés automatiquement par les ministres le jour dit. Après une communication interne soignée, pour obtenir des colonels qu'ils ne vendent pas la mèche aux nombreux partisans d'une cellule de planification sur cale, le plan put leur être expliqué en détail. Il s'agissait, pour répondre aux souhaits du général Naumann, d'exécuter un ordre que la cellule n'avait pas vraiment reçu, choquant au premier abord, mais la seule manière de forcer la porte de la réunion ministérielle, et si l'expérience réussissait, elle pourrait être reconduite dans des conditions plus régulières. Pour y parvenir, on allait recueillir auprès des états-majors nationaux, qui accepteraient de s'en départir, leurs analyses de la situation en ex-Yougoslavie. On en extrairait ensuite une synthèse de quelques pages qui traduirait fidèlement,
mais sans les attribuer, les points de vue exprimés. Last but not least, il allait falloir se passer de l'approbation préalable des représentants bruxellois des chefs d'état-major et même des ambassadeurs, l'hostilité de certaines délégations au concept d'une cellule de planification traitant d'opérations réelles étant déjà trop affirmée. Avant sa communication au ministre, le général Caltabiano et le secrétaire général seraient les seuls destinataires du document. Signe de leur science politico-militaire grandissante, les colonels accueillirent la nouvelle avec flegme et après quelques questions furent tous d'accord pour tenter l'expérience. Ils s'engagèrent en conséquence à rester discrets et à limiter leurs contacts aux quelques amis de la cellule de planification. Le secrétaire général, mis alors dans la confidence, avalisa le plan. Dans la mesure où le Conseil notait les propos du Sémat allemand, il ne pouvait qu'approuver l'idée de lui donner satisfaction. En conséquence, la cellule était bien autorisée à préparer pour la réunion de Rome un court exposé pour éclairer les ministres sur la situation en ex-Yougoslavie. L'état-major des armées français comprit immédiatement l'intérêt de soutenir l'occasion ainsi offerte de faire rédiger par la cellule un premier papier d'analyse portant sur un théâtre d'opération en activité, et accepta de constituer le fond de dossier. Les autres états-majors, surtout ceux qui avaient un fort contingent engagé sur le terrain, fournirent aussi des contributions de valeur à leur senior représentative. Celle des Britanniques fut particulièrement riche. L'état-major allemand fut le seul à ne pas être sollicité, car Jürgen Puss était bien d'accord qu'il valait mieux rester tranquille, plutôt que de donner l'occasion à sa hiérarchie de réagir à l'usage qui avait été fait des propos de son chef. De toute manière, comme la Cour constitutionnelle de Karlsruhe n'avait pas encore autorisé la sortie de troupes allemandes du territoire national, les informations n'auraient pas été de première main. Il restait encore à déterminer la manière d'introduire la contribution de la cellule dans la réunion de Rome, puisque le circuit officiel n'était pas praticable. Fidèle à lui-même, le secrétaire général offrit la solution. Avant même que le texte puisse lui être soumis, certaines contributions ayant tardé à se matérialiser, Wim van Eekelen prit une décision ébouriffante. Il allait tout simplement céder à la cellule un quart d'heure de son temps de parole devant les ministres pour qu'elle lise son papier, plutôt que de le mettre sur la table où il risquait de ne pas attirer suffisamment l'attention. Le secrétaire général prenait aussi à sa charge de prévenir la présidence italienne, au tout dernier moment. Ceci pour éviter qu'elle ne se sente obligée d'organiser un débat de dernière minute, avec les ambassadeurs ou leurs adjoints, de toute manière toujours très occupés à régler les ultimes détails avant d'entrer en séance. Ce qui fut dit fut fait, et quand après une transition savante, Wim van Eekelen annonça tranquillement au ministre qu'il avait prévu un court rappel de la situation militaire en ex-Yougoslavie, personne dans la salle ne trahit le moindre étonnement. Quelques minutes avant l'entrée en séance, le général Caltabiano avait réussi à faire installer un micro par le protocole, dans une petite alvéole légèrement à l'écart de la table. Les taches claires et bleu sombre de l'uniforme Terre de France, de l'adjoint et du groupe capitaine de la Royal Air Force, comme l'utilisation successive de leurs deux langues maternelles pour la lecture du texte, symbolisaient fièrement la nouvelle coopération. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.